En 1845, des missionnaires baptistes britanniques s'installent au Cameroun, qui entre de fait dans la zone d'influence de la Grande-Bretagne. Mais cela ne dure pas très longtemps. En 1868, un comptoir allemand est ouvert à Douala par un marchand du nom de Wörmann. Pendant la colonisation allemande, dans les hautes montagnes de l'Ouest Cameroun, régnait un puissant roi, le sultan Djoya, roi du peuple Bamoun, dont les Allemands étaient tombés en admiration. Voici l'histoire du sultan Djoya, roi des Bamoun, 17e de la dynastie de Ntchareyen. Le roi Ibrahim Djoya était hors humain. Hors humain, pourquoi? Parce que à 2 ans de sa naissance, il pouvait déjà dire ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est comme ça qu'il a commencé à se distinguer parmi les 373 enfants qu'avait son père, le roi Sangou, et qu'il a accouché avec Jamnougué, la reine-mère. Et son père était surpris de voir comment un enfant de 2 ans peut déjà annoncer la nouvelle future. En évoluant ainsi, son père a commencé à réfléchir sur lui. À un moment donné, on a fait semblant de déclarer qu'il n'existait plus. C'est lorsque son père, le roi Sangou, décède maintenant, puisque le roi meurt, vive le roi, on voit un petit enfant de 4 ans qui s'avance avec les notables intronisateurs qu'on appelle généralement les Nkom. Alors sa maman le suivait derrière et le jour qu'on devait le présenter dans la cour de Ndja, on a vu que mais ça c'est quoi? Alors que les grands princes s'attendaient à être intronisés, on voit que c'est un petit Ibrahim Djoya qui monte au trône. Tout le long de son parcours comme roi du peuple Bamoun, de cette grande dynastie qui va d'un Ntchareyen jusqu'à lui, 17e roi de la cour, on a vu que le pouvoir était partagé entre la reine-mère et lui-même, qui à un certain niveau, à un certain âge, déjà 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui prend le pouvoir totalement, il n'était pas d'accord de partager le pouvoir avec sa mère. Puisque chaque fois qu'il sortait et s'installait, sa maman était aussi installée à côté de lui. Donc dans la tradition, ça ne se fait pas ainsi. À 14 ans, il dit à sa mère que mais quand même, tu es la fille de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit d'être... Il a revendiqué et il a pris son pouvoir. Le roi Djoya commencera donc à régner véritablement vers l'âge de 17-19 ans comme 17e roi des Bamoun, mais ses débuts furent difficiles quand il écarte son premier ministre hérité de son père. Ce dernier, en colère, lève une armée contre son roi et une guerre éclata. Le roi ne sauvera son trône que grâce à l'intervention des Peuls du Lamida de Bagno à quelques 200 km du pays. Impressionné, le sultan Djoya décide de se doter à son tour d'une cavalerie et demande au Lamido de lui envoyer des marabouts pour l'initier à l'islam, dont les rites lui paraissaient plus puissants que ceux de son peuple. Et il disait chaque fois que quand tu vois quelque chose sur quelqu'un, il ne faut pas te mettre à dire que pourquoi telle personne est comme ça. Il faut chercher à faire ce que la personne a fait et même plus. Alors, comment nous sommes arrivés à ce que ce monarque construise le palais immense que vous voyez à Fouma, ce grand palais? Ils étaient à Boya.
lorsque on avait invité tous les chefs traditionnels de se rendre à Buea pour rencontrer le gouverneur, comme on appelait d'antan. Alors, arrivé à Buea, il a vu la construction de la résidence du gouverneur. Oui, à l'époque coloniale, au moment où tous les rois étaient assis et que le gouverneur devait arriver. Le gouverneur est arrivé, tout le monde s'est levé sauf lui. Et le gouverneur, il a su que c'est le type qu'on parle très souvent. Il est arrivé, il est parti le saluer, il n'a salué personne, il est parti s'asseoir. Alors, c'est déjà cette distinction qui différencie le royaume Bamoun avec d'autres royaumes. Après, il a dit, mais comment on a construit la fête-ci? On a fait avec quoi? Avec les briques. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de semblable, même au-dessus de cela? Il a dit, je veux aussi construire le palais. Il a sorti la maquette. L'argile là qu'on tournait, on tournait ça avec l'huile de palme. Ça venait d'un village qu'on appelle Mamaro. On transportait l'argile, on fabriquait les petits briques là. Vous avez vu comment ça a été. Et sans un morceau de fer à béton. Il a fait monter le palais, ce qui était vraiment... Personne n'a compris. Et le palais là même est en diminution aujourd'hui parce qu'il y avait une maison qui était de l'aile droite du palais qu'on appelait la maison du ciel. Puis le palais comme ça s'est diminué. Ce n'est pas tellement ça. Il y a une partie qui n'est pas là. Là où la partie s'allongeait vers l'habitation de la reine-mère actuelle. À un moment donné, les colons ont vu qu'il était puissant parce que tous les Bamoun étaient regroupés sur lui. Il fallait scinder les Bamoun en plusieurs chefferies. Et en choisissant ces chefs supérieurs, les chefs supérieurs étaient en majeure partie ses frères. Et on lui a dit, tu vas seulement t'occuper comme roi de la ville centre de Fumba. C'est que les notables n'ont pas épousé cette idée. Ils ont dit, mais comment? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que les oreilles rouges là veulent faire? Ils veulent maintenant déstabiliser, scinder le royaume, que le royaume appartient d'abord à qui? Nous ne sommes pas d'accord. Il y a eu cet engagement. À un moment donné, on lui a proposé d'aller rester à Mantoum, là où il y a l'autre palais, au milieu de deux cours d'eau. Bon. Et après, on demande s'il voulait rester à Koumala vers Koutaba, de la droite. Lui, il a dit que parmi les deux, je ne choisirai. Amenez-moi là où vous voulez. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd le Cameroun au profit de la France. L'administration coloniale française, qui ne supportait pas d'avoir une puissance dans la puissance, va affaiblir le roi Njoya. Le sultan sera privé de ses pouvoirs, puis arrêté et exilé à Yaoundé où règne le roi Charles Tangana, grand chef des Eondo, vers 1925. Il y a eu une forme de commérage au nom du sultan Njoya, parce que c'était un roi très fort. Les Portugais sont arrivés à Fumban quand l'homme Bamou portait déjà les habits. Il y avait déjà le feu. L'huile de palme-ci, on essaie déjà. Ils ont trouvé peut-être une tribu, c'est-à-dire qui était tellement sage et déjà éveillée, qu'on ne pouvait plus tromper avec les morceaux de sucre ou bien avec les habits. Pour pouvoir prendre les gens pour amener dans l'esclavage. Ce n'était pas le cas avec le sultan Njoya. Parce que c'était un monsieur qui était déjà sage. Les Bamous s'habillaient déjà à l'époque là. Donc quand l'homme français a vu ceci, pour essayer peut-être de ridiculiser, c'était pour le prendre à mener à l'exil, parce que lui n'avait rien fait. Il y a Mosé qui faisait la musique, qui était en connivence avec les colons. Il était en connivence avec les colons. Et lesquels colons, quand vous entendez pour la petite histoire, on dit que le roi Njoya est resté à mort de Douala Mangabel. C'était une trahison. J'ai eu à poser la question que
la période que les Allemands sont arrivés et par rapport à la lettre que le roi Mangabel avait envoyée au sultan et écrit en allemand. Je voudrais demander que si c'est lui-même qui avait fait la lecture, puisqu'il n'avait pas appris l'allemand, comment on peut dire qu'il a failli liser par l'allemand? C'est Mossé qui a dit que le monsieur, s'il est en connivence avec son ami Douala Mangabel, qui est à Douala, qui ne veut pas que vous restiez ici. Il voulait vendre son roi parce qu'il cherchait la place de la royauté, alors qu'il n'était pas, même pas dans la famille royale. Ça dit que même, je ne peux pas dire, même une racine. Pas une racine qui tendait même vers la famille royale. C'était un notable, le fils d'un notable comme ça. Ça, c'est le commérage que Moïse y avait parti dire qu'il a dit ceci, il a dit cela, et ce n'était pas vérifié. Parce que à la longue, quand on a mené des enquêtes, on a constaté que ce monsieur n'y était pour rien. Les colons n'ont pas voulu qu'il s'épanouisse comme il devait s'exprimer encore comme un roi. On l'a pris comme un prisonnier, et c'était comme ça. Et on l'a installé dans une vieille maison qui ne donnait pas de sens. Et les notables qui étaient à côté, ont envoyé la nouvelle à Foumbane que le roi est mal logé. C'est de Foumbane que les gens sont venus qu'on lui construit le palais à Yaoundé, là où il résidait, à Siméon. Alors, il s'entendait bien avec le roi attendant. Et un jour, puisqu'il est parti avec son fils, le feu roi Seydou Jimoulou, paix à son âme, il est parti avec lui, avec une reine qu'on appelait Notuko. Ils sont partis, mais le roi Seydou Jimoulou, Njoya, s'est accroché avant d'aller accompagner son père, puisqu'il a eu même des menaces à côté de la voiture qui ne partait pas. Il a joué à la résistance. Il y a un notable qui est descendu demander aux colons que mais comment est-ce que un grand peut marcher seul sans même un enfant qu'il peut envoyer. C'est comme ça que le roi Seydou Jimoulou Njoya s'est retrouvé dans la voiture qui devait amener le roi Njoya. Ce qui est surprenant, un jour, mon feu père avec l'un de ses frères a décidé d'aller rencontrer leur père à Yaoundé. Et ceci à pied. On disait au roi qu'il y a 2 de tes enfants qui viennent en route. Ils ne sont pas encore arrivés ici. Il y a même l'un des princes qui les a retardés au niveau de Bafoussam. Ils ont passé 2 semaines là-bas, qui était travaillé à la poste. Et après, mon papa a grevé. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais aller voir mon père. Et il ne pouvait que faire ça. Puisque, quand vous voyez la photo, sa maman était une célèbre femme. C'est la maman de mon père qui est à côté du roi. Alors, il a dit qu'il n'avait plus rien à gagner ou à perdre, puisque sa maman n'était plus dans le palais. Alors, on l'a accouché, ça fait 1 semaine, et sa maman est morte. Elle a été élevée dans des conditions très difficiles. Alors, il fallait à tout prix, encadré par l'un de ses oncles maternels, il fallait qu'il ait à tout prix rencontré son père à Yaoundé. Et un jour, le sultan était assis à Siméon, comme un roi aussi, avec des notables. Il voit déboucher mon père avec le prince Chouette. Il dit, mais ça, ce ne sont pas mes enfants, ça. Il arrive. Il vient tomber sur ses pieds et commence à pleurer. Il dit, vous pleurez quoi? Ne pleurez pas, je suis là, je suis en vie. Et à un moment donné, il pose la question à ses enfants. Quand vous êtes quittés à Foumbane, qu'est-ce qu'on dit? On dit, quand nous sommes quittés à Foumbane, on a dit que tu n'es plus roi. Et les jours de vendredi, il y a Mossé qui faisait la musique, qui était en connivence avec les colons. Il était en connivence avec les colons. Et il a dit, regarde comment mes enfants souffrent. Foumbane, là, je ne veux plus rentrer là-bas. Je ne rentre plus. Mais la personne qui prendra le royaume, le règne après moi, va commander plus que moi et commander même les Blancs et connaître là où je n'ai pas connu.
C'était un roi puissant qui n'aimait pas l'humiliation. C'est-à-dire que même si on venait le prendre pour l'amener, c'est Bafoussam. Pour qu'il rentre, lui, il se disait qu'il a été déjà humilié. Donc quand il est parti à Yaoundé, il était à résidence surveillée. Mais après, on a constaté, on a vu que non, ce roi, on le traîne ici là pour rien, il faut qu'il rentre dans son pays. Et étant fâché, il a dit qu'il ne peut pas retourner à Fumban vivant. C'est son cadavre qui doit rentrer. Qu'on ne dise pas que c'est un roi de prison. Parce qu'il était énervé. Quelques jours après, un soir comme ça, il n'était pas malade. Mais comme c'était quelqu'un qui avait une clairvoyance, il voyait il voyait très loin. Un après-midi, il a dit que me voici en train de sauter sur un cheval blanc. Vous ne voyez pas, et personne ne voyait ça. Et il était sur un cheval blanc et il a dit, je m'en vais. Je suis en train de partir. Je ne rentre plus à Fumban. Comme il savait qu'il était proche à la mort, il a dit, sortez d'ici, allez à plus de 40 km. Parce que chez nous, ou bien chez les autres rois, je ne sais pas ce qui se passe, quand un roi veut rendre l'âme, il ne peut pas rendre l'âme quand ses enfants sont là. Bon, il a demandé à ses enfants d'aller à 40 km. Et c'est qu'en faisant 40 km, et 40 km, ça fait 80 km, et en rentrant, il devait le trouver cadavre. Ils ont su ça quand les colons étaient en train de faire des va-et-vient dans les voitures, ils font des va-et-vient. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Après, on est venu les annoncer que le roi n'est plus. Le peuple Bamoun était en deuil. Voilà l'unique mot qu'on peut utiliser. Et la nouvelle accueillie à Fumban, mais il faut voir que quand il est parti en exil, beaucoup de Bamoun ont bougé. Ils ont dit, si le roi n'est pas là, qu'est-ce qu'on reste ici pour faire? Ils sont partis dans la zone anglophone. Il y a ceux qui sont quittés pour toujours aller dans le nord Cameroun, et ainsi de suite. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas résister si le roi n'est pas là. Alors, c'est son cadavre qui arrive au palais. Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand Sonko est arrivé au palais, ce monsieur de Mose Yap dont je vous parle avait déjà monté un groupe de gens avec qui il s'est préparé pour aller entrer dans le palais du roi Njoya. Quand on est arrivé avec le corps, il a fallu qu'on fasse une petite... On les a chassés. Ils croyaient que c'est le gouvernement qui avait construit ce palais-là pour devenir roi. Ce n'est pas les élections, madame. C'était pas les élections, ou bien qu'on puisse dire qu'il est resté par derrière battre la campagne qui doit venir hériter le palais. Non. On a même cherché à exterminer toute sa famille. Parce que c'était des mauvais grains qui pouvaient mettre la ville de Fumban à feu. Il y avait l'un de ses frères qu'il avait mis au palais qui s'appelait Nkoto. Que c'est lui qui doit rester au palais. Et quand le corps arrive maintenant, on dit qu'il n'était plus roi, que le corps ne doit pas rentrer au palais. Le corps a fait 3 heures du temps à l'entrée du palais. Et il y avait l'un de ses oncles qui est intervenu pour dire que non, il est roi, mais on doit l'enterrer là où on enterre tous les rois. Et moi, je vais prendre le deuil pour amener ça en Djinka. Là, le sénateur Njoya Aruna. Bon, on est parti à Fumba, à Djinka, on a fait le deuil là-bas pendant 3 mois. Et on a décidé maintenant de mettre le nouveau roi, qui devait maintenant être comme le père de tout le peuple Bamoun. C'est-à-dire, le peuple Bamoun a été inscrit comme les vrais enfants natifs du royaume. Alors, il fallait signer certains papiers. Et quand on met un roi, on jubile. Alors, on a dit que non, ce n'est pas comme ça. Et après, les Bamoun ont dit, nous avons récupéré notre roi. Et c'est comme ça qu'on a fait pour introniser alors le sultan Sédou Jimoulou Njoya, paix à son âme. Et il a pris alors le règne. Et on a fait de son frère dans un premier temps Jipokassa Adamou. C'est après sa mort que mon père a pris alors le règne avec son grand frère. Donc voici en quelque sorte tout ce qui s'est passé du vivant extrême et jusqu'à la fin de la vie du roi Njoya.
Un roi exceptionnel, aimé et respecté par son peuple. Avant l'arrivée des Français qui marqua le début de la fin de son règne, le roi Njoya avait voulu consigner par écrit l'histoire et les traditions du peuple Bamoun, de comme ses inventions et ses découvertes relatives aux plantes médicinales dont l'efficacité était avérée. Mais sa langue essentiellement orale était un réel handicap. Pour résoudre ce problème, il inventa en 1895 un alphabet qui comportait plus de 500 symboles, idéogrammes et chiffres. C'était la première invention de l'écriture par un Camerounais, l'écriture royale Bamoun. Le sultan, quand on dit que c'était un génie, pourquoi? Parce que c'est un monsieur d'abord qui a créé sa machine pour écraser. Nous, les Bamous consomment le maïs, c'est-à-dire le couscous. Si quelqu'un, un monsieur comme le roi Bamou, le roi Njoya, invente une machine à écraser. On écrase la farine, le maïs là-bas pour obtenir la farine et faire le couscous. Ça, c'est un acte de génie. Bon, il a inventé son écriture. Il fallait que le peuple d'Abamou soit instruit à travers son écriture, qu'il ne soit pas illettré. Il voulait même faire à ce que le peuple d'Abamou soit lettré. Il a inventé son écriture. Il a eu plusieurs inventions, même jusqu'aux sandales. Il a fabriqué ses chaussures, les habits, on tissait déjà, il y avait déjà le tissage des habits. On tissait déjà, les gens portaient. C'était un homme sage, quelqu'un qui arriva à inventer l'écriture. Avant de l'invention de cette écriture, comme c'était un homme très social, il a dit allez-y vous faites des petits dessins, apportez-moi. Il avait rêvé. C'est à partir de tout cela qu'on a sorti l'alphabet de Shumon. Son écriture a existé parce que même jusqu'à l'heure à présent, même quand vous partez à Fumbano Palais, quand le roi sort, il y a certains notables là, c'est-à-dire pour donner les éloges du roi, il parle en Shumon, qui est l'écriture Bamoun que le roi avait inventée, l'écriture Bamoun. On appelle ça la Shumon. On parle de ça, comme je peux te dire bonjour, je te dis sans ce mot Massara. Donc c'est ça que je suis en train de te dire. Bonjour en Bamoun, le Bamoun c'est que nous parlons là, c'est Ouyoma. Vous avez compris. Donc c'est différent. Oui, ce Bamoun c'est que nous sommes en train de causer là, c'est pour le peuple résistant, comme je te disais qu'au départ, quand les princes sont partis de Rufum là, c'est-à-dire que le premier roi, il est arrivé en Jumom là, il a trouvé ses résistants, c'est ce résistant qui causait ce patois-ci. Quand nous les avons gagnés, on était obligés de copier leurs paroles. Ce n'était pas le Bamoun, parce que ça a commencé, c'était les Tika, nous sommes les descendants des Tika. Il faut seulement garder que le roi Njoya était un homme sage. Sage pourquoi? De naissance. Parce que si on veut approuver l'intelligence, est-ce que l'intelligence c'est ça qui fait? L'intelligence c'est l'instruction, ça c'est entre dans le monde académicien comme l'apprentissage d'une langue ou bien la copie des mœurs des autres tribus. Mais la sagesse c'est l'excès. C'est l'effet de réfléchir, vous trouvez des probabilités de la vie. Celui qui a été nanti de plusieurs probabilités pour faire avancer les choses et d'une manière positive. Et avec une certaine expérience qui est venue dans sa tête de construire le palais de Bamoun, ce que vous voyez là à Fumban. C'est l'œuvre du sultan Njoya. Vers 1906, le roi inventa une espèce de calendrier. Il commença à effectuer un enregistrement détaillé.